Ce week-end à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir, avaient lieu les 3 jours d'essai de pré-saison. Au programme, 6 sessions de 4 heures, soit 24 heures de roulage au total, entre vendredi et dimanche. 3380 tours ont été effectués, nous avons donc beaucoup de choses à dire. Le Dépris, saison 2, épisode 0, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce Dépris des essais hivernaux. Comme je l'ai dit, il s'est passé énormément de choses. On va faire bien sûr un débrief complet, vous saurez tout. On va parler des équipes une à une. Mais avant ça, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voudriez savoir par rapport à ces essais. Et du coup, on va commencer par 2 questions. La première, comment marchent ces essais? Et la deuxième, comment peut-on les analyser? De manière très simple, les essais de pré-saison servent à ce que les équipes testent leur nouvelle voiture et mettent en place leur saison. Avant, les écuries pouvaient faire des tests quand elles voulaient, où elles voulaient, mais aujourd'hui, pour un souci de réduction des coûts et d'égalité des chances, on ne peut tester qu'avant la saison sur un circuit donné. Normalement, c'est 6 jours à Barcelone en Espagne, cette année c'est 3 jours à Bahreïn pour des questions logistiques. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'y passe concrètement durant ces essais ? Eh bien, le but principal est de vérifier que la voiture fonctionne bien mécaniquement, de récolter des données pour savoir les domaines où elle est efficace ou non, de tester et régler de nouvelles pièces, d'accumuler les kilomètres pour s'assurer de la fiabilité des différents composants, d'intégrer les éventuels nouveaux pilotes, d'effectuer des simulations de relais de course et de qualification pour évaluer le potentiel de la monoplace, de prendre confiance, bref, tout simplement de jauger la situation de l'équipe et de préparer la saison qui arrive. Et pour faire tout ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut accumuler les tours qui donnent ces fameuses données qu'on retrouve sur les ordinateurs avec tous ces graphiques et qui sont obtenus de plusieurs manières. Il y a déjà plein de capteurs dans la voiture, mais généralement pour les essais on en rajoute. C'est donc ça, les fameuses grilles qu'on a vues un peu partout, notamment au tout début de ces essais hivernaux, c'est en fait un amas de capteurs. Les équipes étalent également de la peinture appelée Flovis, c'est ce truc vert ou parfois bleu que l'on peut voir, ou des fois ils étalent même de la paraffine, ils en mettent sur une certaine partie de la voiture, quand la voiture roule cela crée un flot aérodynamique et la peinture permet de reproduire ce mouvement directement sur la voiture. C'est donc une mini soufflerie dans la vraie vie, l'équipe peut constater à quel point ces pièces impactent le flux d'air. Voilà en gros ce qu'il se passe lors des essais hivernaux, voilà en gros ce que font les équipes. Bien évidemment, elles restent très secrètes sur leur programme et sur les données qu'elles ont collectées pour ne pas donner des informations aux adversaires. C'est là qu'on en arrive à la question de comment analyser ces tests et c'est très compliqué, il faut faire très attention. La première chose à savoir, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est qu'il faut absolument relativiser les temps effectués lors des essais, il faut de la nuance, il faut prendre beaucoup de recul. Ce n'est pas parce qu'une équipe fait le 4e temps des essais qu'elle est la 4e meilleure voiture, absolument pas. En fait, tout dépend d'énormément de facteurs. Que l'écurie a-t-elle voulu tester? À quel moment le temps a-t-il été réalisé? Avec quels pneus? Avec quel vent? Avec quelle quantité d'essence? Avec quel réglage? Ou encore avec quel degré d'implication? Par exemple à Bahreïn, les conditions de piste changent énormément du matin au soir et nous avons eu une grosse tempête de sable vendredi après-midi. Les temps réalisés ce jour-là sont donc vraiment pas très représentatifs. Il faut aussi faire attention au fait que certains circuits correspondent plus à une voiture qu'à une autre. Nous aurions pu avoir des résultats d'essais de pré-saison totalement différents s'ils avaient été faits à Monza ou à Istanbul. Ainsi, se baser uniquement sur les temps les plus rapides est une erreur compréhensible car c'est la donnée la plus facile et la plus montrée, mais erreur quand même assez grave. Si vous basez là-dessus, vous vous méprenez clairement. Dans cette vidéo, je vais donc faire une analyse mesurée de ces essais, je vais parler de ce qu'il s'est passé, je ne vais pas faire de prédictions sur la saison à partir de ces essais, ce serait une erreur. En revanche, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le côté technique ou sur la manière dont chaque écurie a passé ces 3 jours. On va donc faire équipe par équipe et pour ce faire, j'ai créé 3 catégories. Tout en haut, les équipes pour qui ces essais se sont très bien passés. Au milieu, les équipes pour qui c'est ok, moyen, ça va. Et en bas, les équipes pour qui ces essais ne sont pas une réussite, pour qui ça s'est mal passé. Je précise bien que ces 3 catégories ne représentent pas une hiérarchie, les équipes en haut ne vont pas plus vite que celles d'en bas, c'est juste qu'elles ont passé 3 meilleurs jours de test, là on ne parle que des 3 jours de test, rien d'autre. Et tout en haut, on commence avec l'équipe qui a le mieux vécu ces 3 jours de test, celle pour qui ça s'est le mieux passé à mon sens, j'ai nommé Red Bull.
Bon, pour ce qui est de Max, on pouvait s'y attendre, mais le mec est déjà sur ses standards, il a repris la voiture comme si de rien n'était, il a fait aucune erreur, il a signé la plupart des meilleurs tours des 3 jours, bref, c'est déjà du grand Max, il attaque la saison en grande pompe. Pour Pérez aussi, ça s'est bien passé, bon forcément moins que Max en comparaison, mais c'est bien, il s'adapte à la voiture, ça va prendre un petit peu de temps, mais Pérez a déjà fait des très bons chronos, des très bons tours, bref, c'est très bien. Concernant la voiture, il est très dur de voir où sont les améliorations, l'équipe n'a pas réellement dit où elle avait travaillé cet hiver, mais on retrouve toujours cette inclinaison incroyable, et le moteur Honda a l'air en très grande forme. Contrairement aux années précédentes où elle démarrait mal ses saisons et montait en puissance au fil de l'année, là Red Bull semble excellemment bien parti. Peut-être même qu'ils sont la première force du plateau, c'est en tout cas comme ça qu'ils se sont comportés, et c'est un petit peu l'impression qui flotte dans l'air après ces 3 jours d'essai, mais on y reviendra. Je mets également Alpine dans cette catégorie tout en haut, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'était très bien, c'est de l'excellent travail, il n'y a eu aucun accroc, la voiture a l'air très stable et efficace, et c'est une de celles qui a été le plus travaillée durant l'hiver, voilà, avec cette grosse colonne d'aération qui est assez impressionnante. Ocon a fait beaucoup de tours en grande confiance, Alonso a fait son retour comme si de rien n'était, il a été assez impressionnant, l'atmosphère est excellente, bien, bravo, ce fut 3 excellents jours de test pour l'écurie française. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Bravo également à AlphaTauri qui par moment a même un petit peu impressionné, la performance a l'air vraiment au rendez-vous, ça laisse penser qu'ils seront bien intégrés dans le midfield. Côté pilote, Gasly continue sur la même dynamique, il est reparti comme en 2020, c'est très réjouissant, et Tsunoda a déjà fait un apprentissage très prometteur. En seulement 12 heures de test, on a déjà vu une progression, et c'est pas étonnant en fait car le gars est passé de la F4 à la F1 en 3 ans, ça veut dire qu'il apprend vite et on l'a déjà vu un petit peu ce week-end. Une bonne nouvelle de plus pour AlphaTauri qui a vraiment semblé très forte avec un très bon moteur Honda, on va simplement dire qu'AlphaTauri attaque 2021 de meilleure manière qu'il n'avait attaqué 2020 et ça c'est très prometteur. Dans le haut du panier, nous sommes obligés de mettre McLaren pour qui tout s'est excellemment bien passé, c'est indéniable, l'écurie britannique continue sur sa superbe lancée. Ricciardo s'est si bien intégré qu'on dirait qu'il est là depuis 4 ans, Norris est toujours parfait, les chronos étaient vraiment prometteurs, ils ont pu faire exactement tout ce qu'ils voulaient, bref c'est très bien, on sent toujours beaucoup de positifs autour de cette écurie. En plus, le défi était complexe car cette année McLaren intègre un nouveau moteur Mercedes et pour ce faire, ils devaient utiliser tous leurs jetons de développement. Cela veut dire qu'en théorie, la voiture n'aurait pas pu être développée ailleurs, mais l'écurie a été intelligente, elle a anticipé. L'an dernier, elle a développé un nouveau-né qu'on peut voir dès cette année et il y a quelques petites interventions intelligente. Style à l'arrière, les diffuseurs, ces parois verticales devaient être réduits de moitié. McLaren l'a fait, mais a intelligemment rajouté une espèce de paroi sur le fond plat. C'est un peu technique, je résume. Voilà, c'est une manœuvre légale, parfaitement autorisée, mais seul McLaren a eu l'idée. Pour moi, ça en dit long sur l'intelligence de l'équipe, sa bonne forme et l'idée que ça travaille vraiment très bien. En tout cas, ces 3 jours ont été vraiment parfaits pour McLaren. Attention, ils ont l'air vraiment très en forme. Dernière équipe que je mets dans les tops, Alfa Romeo. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est l'équipe qui a fait le plus de tours. Ils n'ont pas rencontré le moins de problèmes. Et surtout, ils ont affiché des performances très positives, peut-être même plus que ce qu'on pouvait penser. Dur de savoir où ils en sont précisément, mais tout laisse penser qu'Alfa Romeo a entamé sa remontée vers midfield. Ils n'y sont sûrement pas encore, mais c'est positif. Voilà, il faut le dire, ces 3 jours sont positifs. Passons maintenant aux équipes pour qui ces 3 jours se sont bien déroulés de manière normale, ok, c'est ni très bien ni mauvais, et parmi elles, on retrouve forcément Ferrari. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il y a du mieux. Les visages sont beaucoup moins inquiets, la voiture paraît plus stable, le moteur a montré des vrais signes de progression, il n'y a eu aucun problème à part une petite alerte moteur et un petit souci de transmission hydraulique. Les améliorations sont nombreuses sur cette voiture, d'un nez retouché à une entrée d'air totalement changée en passant par de nouveaux bargeboards, une nouvelle boîte de vitesse, des suspensions arrière bien retouchées ou évidemment ce moteur complètement redesigné. Bref, il y a eu du gros travail sur cette voiture, on le voit quand on compare les voitures de cette année et de l'an dernier, la différence est assez visible.
Difficile d'évaluer la place de Ferrari à partir de ces 3 jours d'essai. Est-ce qu'ils sont 3e, 5e, 7e? On ne peut pas le dire. En tout cas, ces essais se sont plutôt bien passés. Il n'y a pas eu non plus de trucs extrêmement flamboyants, mais ça reste ok. Dans cette catégorie, j'ajoute très rapidement Haas et Williams. Voilà, 2 écuries, il n'y a pas grand chose à dire, ces tests ne l'ont pas beaucoup servi, ils seront en fond de grille. Voilà, la Williams ne semble pas forcément étincelante et il est dur d'y trouver des améliorations, tandis que la Haas n'est rien d'autre que la même que l'an dernier. Les quelques petites évolutions sur l'aileron avant ou le capot moteur n'étaient même pas prêtes à temps pour ces tests. Finissons donc pour les 2 écuries pour qui ces tests se sont le moins bien passés à mon sens, et on commence par Aston Martin. Je m'attendais clairement à voir Aston surfer sur la vague de hype et d'espoir qu'ils ont suscité tout l'hiver. Malheureusement, il n'en fut absolument rien. Bon, déjà, la voiture a été beaucoup travaillée. Si les suspensions arrière ont été légalement obtenues chez Mercedes, la monocoque a été transformée par l'écurie elle-même, ce qui entraîne d'autres grosses évolutions. Pour ce qui est de la piste, c'était clairement pas idéal, avec beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la boîte de vitesse. Aston n'a couru que 313 tours, 2e pire total. Vettel et Stroll ont passé beaucoup de temps au garage. Vettel est même celui qui a le moins couru de tous les pilotes. Et une fois en piste, les performances n'étaient pas resplendissante. Bien sûr, il faut tout prendre avec beaucoup de recul, mais force est de constater que les résultats, les temps, les tours et l'impression globale laissée ne font pas sauter au plafond, loin de là. Le plus gênant, c'est qu'on a la sensation qu'ils n'ont jamais pu faire ce qu'ils voulaient, tout simplement que ces tests ne sont pas concluants. Alors cela ne veut pas dire qu'Aston n'est pas au niveau et est un flop, absolument pas, simplement que ces 3 jours ne se sont pas bien passés. Pour le reste, on attendra de voir le premier Grand Prix où ils en sont. Et on termine donc avec l'écurie qui a fait beaucoup parler, dont vous m'avez tous parlé et qui, oui, pour moi, a fait 3 mauvais jours d'essai. Je parle bien évidemment de Mercedes. Alors je le précise direct et c'est très important, il faudra toujours garder ça à l'esprit durant tout mon propos. Non, Mercedes n'a pas tout perdu et non, Mercedes n'a pas non plus fait semblant d'avoir des soucis. Ne tombez dans aucun des 2 extrêmes s'il vous plaît, la ligne est beaucoup plus fine que ça. Mais alors, que s'est-il passé? Bon, déjà, il y a eu pas mal de petits soucis techniques, des problèmes de siège et de pédalier pour Lewis Hamilton, mais surtout des soucis de boîte de vitesse, une boîte de vitesse qui aurait été changée, totalement renouvelée durant l'hiver, donc à suivre peut-être un souci de ce côté-là, on verra s'ils l'ont réglé. En tout cas, tout ça fait que Mercedes est l'équipe qui a le moins roulé de ces 3 jours avec seulement 300 tours quand les meilleurs sont entre 375 et 400. Mais ensuite, le plus gros souci, le plus préoccupant, c'est une instabilité permanente. On n'a pas arrêté de voir la W12 perdre l'arrière, être très légère du train arrière, et elle qui est d'habitude si précise, si chirurgicale, si collée au sol, et ben c'est assez inhabituel. Les pilotes devaient sans cesse mettre des coups de volant pour corriger, un petit peu comme s'ils conduisaient une Ferrari. Pardon. Hamilton a déclaré que l'arrière ne lui convenait pas et on l'a vu déraper très souvent à des endroits inhabituels jusqu'à se tanker dans le gravier samedi matin dans un virage qui est révélateur de la tenue de route des monoplaces. À l'heure actuelle, on ne sait pas d'où vient ce souci, peut-être que les changements aérodynamiques les ont affectés plus que ce qu'ils ne prévoyaient, peut-être que leur travail dans la zone des suspensions arrière a créé quelques conséquences négatives auxquelles ils ne s'attendaient pas. En tout cas, ils ont découvert un souci auquel ils ne s'attendaient pas, ça c'est certain. Pour ce qui est de la gravité du problème, ça c'est beaucoup plus dur à déterminer, en réalité seule l'équipe le sait. Ce qui est certain en revanche, c'est que ça perturbe assez fortement la pré-saison de Mercedes et qu'ils vont devoir se remettre au travail sur cette zone de la voiture, ça c'est la vérité. Le directeur de la performance, Andrew Chauvelin, a dit qu'ils allaient changer leur approche et qu'ils avaient du mal à lire leurs performances. Une équipe s'est déjà mise au travail pour apporter de nouvelles réponses. On ne peut donc pas savoir si Mercedes a perdu sa place de meilleure écurie du plateau, on ne peut pas savoir s'ils vont régler cet ennui, si oui, en combien de temps, si c'est un ennui de premier ordre, de second ordre, si c'est un petit détail, ça on ne peut pas savoir précisément, et d'ailleurs ce n'est pas ce à quoi on doit s'intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut simplement constater que rien ne s'est passé comme prévu pendant ces 3 jours, que Mercedes n'est pas à l'aise et qu'aux soucis de stabilité évidents viennent s'ajouter une difficulté à lire les données. Cette W12 n'est clairement pas parfaitement comprise par l'équipe et a encore besoin de trouver des réponses. Je le répète, la seule chose qu'on peut affirmer, c'est que Mercedes a découvert des problèmes de stabilité et que leurs 3 jours ne sont pas bons.
Pour ce qui est en revanche de la gravité du problème ou de l'avenir de la saison de Mercedes, là on ne peut rien dire, ça ne serait que de la spéculation. Ainsi, ne tombez dans aucun extrême. Ne dites pas que Mercedes est fini et ne dites pas qu'ils nous mentent. La première affirmation ne se base sur aucun argument tangible et la seconde est juste fausse. Je peux comprendre que la domination de Mercedes soit énervante par moments et que certains de leurs commentaires soient mal interprétés, mais s'il vous plaît, faisons preuve de nuance et d'analyse. On peut dire que Mercedes a rencontré un souci sans que cela ne signifie qu'il soit foutu ou que ce soit grave, et si jamais dans 2 semaines il gagne, cela ne voudra pas dire qu'il nous avait menti durant ces 3 jours d'essai, cela n'effacera pas les problèmes de stabilité évidents. Ici, on ne fait que dire qu'il y a un souci et qu'il se remette au travail, pas que c'est grave, on n'a aucune idée de la gravité. S'il vous plaît, gardez toujours ça à l'esprit. Malheureusement, je trouve que la communauté Formule 1 a trop souvent tendance à tomber dans les extrêmes et la caricature, à manquer de nuances, que ce soit sur Mercedes ou plein d'autres sujets. Malheureusement, la situation là, elle n'est pas tout noir ou tout blanc. J'espère que vous l'avez compris grâce à mes explications. La nuance est plus fine et il ne faut pas insulter l'avenir ou faire de prédictions, il faut juste constater ce qu'on a vu. On va terminer cette vidéo sur une question que vous m'avez posée sur Instagram. Est-ce que les essais hivernaux changent ma vision de la hiérarchie? Et ma réponse est non. Non, les informations qu'on a eues ce week-end sont trop minces et demandent trop à être relativisées pour servir à ce point de fait d'analyse. Je dirais simplement que j'ai peut-être un petit peu trop sous-estimé AlphaTauri et Alfa Romeo qui sont mieux que ce que j'imaginais et que Red Bull est à l'heure actuelle plus proche de Mercedes que ce que je n'imaginais. Pour le reste, ça ne bouge pas, contrairement à l'an dernier où on avait senti la dégringolade de Ferrari et la montée du Racing Point. Cette année, on n'a pas senti de gros chocs. C'est peut-être dû au fait que les écuries connaissaient bien leur voiture et bien le circuit. Du coup, elles ont bien pu cacher leur jeu. Voilà. Ce qu'on peut dire à la fin de ces essais, c'est qu'on a quelques infos. On peut dire comment ça s'est passé pour les écuries. Mais après, précisément sur la hiérarchie, ça, c'est beaucoup plus dur. Bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les essais de pré-saison, sur ces 3 jours intenses. N'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir à 21h sur Twitch pour en parler tous ensemble. Je prendrai vos réactions dans le chat, on débriefera sur les points que vous voulez approfondir. D'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, à poser aussi vos questions. Voilà, j'ai dû être un petit peu bref dans la vidéo, je me ferai une joie d'approfondir en commentaire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous encourage à la liker, à la partager, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne et à mes réseaux sociaux où j'ai débriefé les essais durant tout le week-end. Voilà, je suis vraiment très content que la Formule 1 soit revenue, vraiment très heureux de pouvoir faire un débrief de ce qu'il s'est passé en piste, c'était génial. On se retrouve très vite et on se quitte non pas aujourd'hui avec une phrase d'Enzo Ferrari, mais avec une pensée pour Murray Walker qui nous a quittés. À bientôt.